Oui, Amandine, On les attend. Jacqueline, j'ai coupé tous les micros. Tu peux remettre le tien. ok David. Ça tourne. Ok. Alors bonsoir aux membres et amis de la loge nébrite Robert Gamzon de Jérusalem. Après de magnifiques journées chaudes et ensoleillées, une pluie glaciale tombe sur Jérusalem et la neige s'annonce dans la nuit de mardi à mercredi. Ce soir, nous apprécions particulièrement l'application Zoom qui permet, tout en restant confortablement assis dans notre appartement, bien chauffé, de rencontrer nos amis d'Israël, de France, d'Italie, de Belgique, entre autres. Nous rentrons dans le mois de Hadar, le mois de la joie, le mois de la fête de Purim, avec tous les messages qu'il véhicule. Le thème de la conférence de ce soir sera développé par notre invité, le docteur Jonathan Eichenbaum, et il s'inscrit dans le cadre de la fête de Tou Bishvat. Fête et Tiyoulim si chère à notre ancien président et ami Pierre Cahin, Zichroné Lebracha, que sa mémoire soit bénie, ainsi que celle de Liliane, son épouse, décédée quelque temps après lui. Cette soirée leur est dédiée. La date exacte de Tou Bishvat était le 27 janvier 2021. Mais à cette même date, le 26 janvier 2021, nous avions une soirée de commémoration et de transmission. Et comme l'a fait remarquer alors le grand rabbin Jackie Amar, ces deux dates commémorent la libération d'une partie de nos parents ayant survécu à l'enfer des camps d'Auschwitz-Birkenau et la renaissance des restes Israël, le retour du peuple juif en plantant des arbres, des milliers d'arbres, grâce au Keren Hayesod. Jonathan Eichenbaum a fait son aliyah il y a 25 ans, après une enfance sensibilisé très tôt à la relation de l'homme à la nature, ancien EI, il entreprend depuis son aliyah une réflexion et une action sur ce thème. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Bar-Ilan sur les partis politiques religieux en Israël et la question de l'environnement. Il est actuellement, depuis 2014, directeur de Greenpeace Israël. Chers amis, les micros étant fermés pour tous, vous pourrez poser vos questions par chat. Donc, Jonathan nous parlera de renaître de la crise économique, un défi israélien. Je vous souhaite une excellente journée et Jonathan, la parole. Oui, merci beaucoup Jacqueline. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Quand j'aurai fini l'intervention, j'aimerais, si c'est possible, qu'on réactive les micros de tout le monde comme ça pour poser des questions de vive voix. Enfin, je préfère si c'est possible. J'espère que vous m'entendez tous. Et il est également possible que ma mère demande à rentrer. Donc, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Ekenbaum qui demande à rentrer, ou Eken, c'est pas suspect. Maintenant, alors oui, je vais parler de renaître de la crise écologique. Je précise, effectivement, il y a un lien avec la crise économique, effectivement, mais on va relier tout ça à Tou Bishvat, au nouvel an des arbres que nous venons de passer. On est déjà plus proche de Purim que de Tou Bishvat. Tou Bishvat, qui est une fête qui a connu au cours des âges plusieurs étapes et plusieurs développements très intéressants. Et je ne vais pas parler directement de Tou Bishvat, mais je vais parler de la relation à la nature. Et dans la pensée israélienne, dans le folklore israélien, ce qu'on aime dire autour de Tou Bishvat, c'est l'homme, c'est l'arbre des champs. Ces mots-là, l'homme, c'est l'arbre des champs. En hébreu, ki a Adam etz hasadeh, ce sont des mots qui apparaissent dans des versets qui sont vers la fin de la Torah, dans le livre du Deutéronome.
Dvarim à propos d'une mitzvah. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de Bal Tashri. On nous explique l'attitude des enfants d'Israël quand ils arrivent sur leur terre, la terre d'Israël ou la terre de Canaan, et qu'ils sont face à une ville qui est entourée de murailles. La question se pose alors de savoir, est-ce qu'on a le droit d'arracher les armes et de les utiliser pour enfoncer les murailles de la ville et pour prendre possession de cette ville? Et la Torah explique à ce moment-là, et ordonne d'épargner les arbres qui sont des arbres fruitiers. Bal tashrit. Lo tashrit et ça. Tu ne détruiras pas ces arbres qui a Adam et Sassadé. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir que le folklore israélien est une partie également même de la pensée juive, a pris cela sur le sens de la comparaison entre l'homme et l'arbre des champs. L'homme, c'est l'arbre des champs. Donc, on s'identifie à l'arbre. Et on retrouve cela de manière très imagée et très belle dans différents préceptes des traités des terres. L'homme est comparé à l'arbre des champs par ses racines. L'homme est comparé à l'arbre également, mais même peut-être à un arbre inversé, un arbre qui a ses racines dans le ciel, des racines qui viennent de l'âme et qui descendent sur terre et qui puis font sur terre toutes sortes de choses et tout un travail. Et par identification à l'arbre, alors il faut bien sûr épargner l'arbre. Cependant, la plupart des commentateurs de ce verset ne disent pas l'homme c'est l'arbre des champs, mais plutôt qui a Adam et Sassadé, c'est-à-dire l'homme est-il l'arbre des champs est-il l'homme? Et puis, donc ces commentateurs posent une interrogation et disent mais quand on va faire la guerre à des hommes, ce n'est pas la peine de faire en plus la guerre à la nature. Et donc, toutes sortes de commentaires ont été faits. D'une part, d'un côté, on se compare à l'arbre des champs, à l'arbre, on s'identifie à lui. D'un autre côté, on se dit, mais puisqu'on a quelque chose contre les hommes, c'est pas la peine de prendre les arbres en plus et de les emmener dans cette histoire. Et il y a une très grande richesse autour des commentaires qui sont faits sur cette question-là et qui concerne la façon dont on considère la nature. Plus tard, notamment avec Maïmonide, la halacha va développer, au cours des âges, Maïmonide l'a simplement inscrit d'une manière assez complète dans son Yad HaChazaka, dans son traité sur l'ensemble des halachot, dans l'ensemble des lois, et il a parlé de Bal Tashrit en disant que ça ne concernait pas seulement les arbres fruitiers, mais que ça concernait tous les arbres et que ça concernait aussi tout ce qui peut être encore utile. Tout ce qui peut être utile, on ne doit pas le détruire. Il parle d'ustensiles, il parle même de bloquer une source. Bloquer une source d'eau, c'est aller contre la mitzvah de Bal Tashrit. Puisque c'est l'empêcher d'arroser les arbres. Donc, il y a des tas d'implications à cela. La halakha a pensé ou voit ce rapport à l'homme, donc ce rapport à la nature, finalement de deux manières différentes. D'un côté, l'identification à celui qui a exprimé ça de la manière la plus, je pense, la plus belle, c'est Shimshon Raphael Hirsch, le grand commentateur allemand du XIXe siècle, qui lui allait dans ce sens, l'homme c'est l'arbre des champs, c'est-à-dire que quand on mange une relation organique, quand on mange le fruit de la terre, eh bien on l'intègre à nous. Ce qui fait nos atomes aujourd'hui, ce qui nous constitue depuis le moment où on est né, et même avant, même à travers tout ce dont on a été nourri, même en tant que fœtus, tout cela provient de la terre. On se nourrit de cette substance et on l'intègre à notre être. Et donc, voilà une identification qui est une identification vraiment organique, et pas seulement imagée ou spirituelle. Mais d'un autre côté, il y a cette question qui est posée par la plupart des commentateurs qui disent, mais l'homme, c'est l'arbre des champs, c'est-à-dire, quand tu fais la guerre à l'homme,
tu fais la guerre à la nature, en fait, quel est le rapport avec ça? Et il y a là quelque chose qui est extrêmement intéressant et très enrichissant pour notre époque. Et je vais le prendre sur plusieurs plans. Le philosophe des sciences, Michel Serres, qui est décédé, je crois, il y a 2 ans, qui était prof en France, à Stanford, a écrit il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelle La guerre mondiale. Et c'est un livre de philosophie sur la crise écologique. Et il compare ce qui se passe autour de la nature à une immense guerre mondiale dans laquelle il y a parfois des crèves, mais finalement, on est engagé dans un immense, on va dire, un immense combat contre la nature. Et c'est intéressant parce que c'est un rapprochement avec cette notion de Baltachri. Alors bien sûr, c'est différent d'une guerre que les hommes font contre ces différentes guerres que les hommes font contre les hommes, mais c'est un peu la même idée. Cette idée qu'on vient pour prendre d'assaut une cité. Alors à notre époque, la guerre, elle est essentiellement économique. On vient pour prendre d'assaut des revenus, une subsistance, et très souvent dans notre société, qui est une société de consommation, quelque chose qui est au-delà de la subsistance et au-delà du bien-être, quelque chose qui est de l'ordre de la société de consommation, donc d'une certaine culture. Et bien pour cela, on est amené à faire des changements qui sont des changements absolument bouleversants dans la nature. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de certains aspects de ces bouleversements qui concernent Israël et la façon dont Israël peut tirer un immense bénéfice de ces défis et de ce qui change. Donc j'ai parlé un petit peu propos de tout Bishvat, de cette relation à la nature. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à rappeler une histoire, un midrash, que il est possible que la plupart d'entre vous connaissent ce midrash, car il est très connu et généralement c'est le midrash qui est tout le temps cité quand on parle de la nature. Alors, ce n'est pas à propos de Bishvat, ce midrash se rapporte peut-être plutôt à Sukkot, puisqu'à Sukkot, on lit pendant, au moins dans les communautés ashkénazes, pendant la période de Shabbat Chol HaMoed, on lit l'Ecclésiaste, Megillat Kohelet, et apparaît là un verset, donc l'Ecclésiaste, c'est un petit peu, c'est un écrit extrêmement désabusé, la vie, ça mène à rien, ça n'a pas de sens, un peu tout ça, mais ça nous invite finalement à penser à un sens peut-être plus profond. Et un des versets dit, regardez l'œuvre de Dieu, qui pourra réparer ce qui a été tordu. Et à ce sujet, le Midrash raconte que lorsque Dieu a créé le monde, il a pris le premier homme et il l'a fait passer dans tous les arbres du Gan Eden, du jardin d'Éden. Donc à nouveau, on retrouve les arbres, les mêmes arbres de Baltachri. Et il lui dit, regarde mes œuvres, combien elles sont belles, combien elles sont bien comme il faut. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Fais très attention de ne pas détruire, car si tu détruis, il n'y a personne qui réparera après toi. Vous voyez déjà le lien qu'il y a entre ce que je viens de raconter et Baltachri, quelque part. Ça veut dire que les mêmes arbres qui sont les arbres qui ont été plantés dans le jardin d'Éden, les mêmes arbres se retrouvent plus tard partout et on nous dit de faire attention de ne pas les détruire. Dans ce Midrash, eh bien, Dieu explique à l'homme que d'abord, tout ce qui a été créé par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Fondamentalement, la nature, la planète, n'appartiennent pas à l'homme. Plusieurs temps dans le temps juif, plusieurs stations dans le temps juif. Parfois, les mots vont m'échapper parce que le français, c'est ma langue maternelle, mais c'est tout pour ma langue principale. Alors, il y a des moments, des stations dans le temps juif
le Shabbat, la Jachère, la Shemitah, juive, et le Yovel, le Jubilé, qui sont des stations où on marque bien un temps d'arrêt, on remet à zéro l'économie en quelque sorte, puisque pendant la 7e année, toutes les ressources sont partagées. Et l'idée essentielle qui est véhiculée à travers cela, c'est l'idée de la limitation de la propriété de l'homme. Car la propriété, elle. Cependant, dans ce même midrash, on retrouve toujours cette idée-là, que tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Il y a là l'idée que l'homme peut utiliser la nature, l'idée que l'homme a une centralité indiscutable dans la vision juive qui s'intéresse à l'homme. Et par contre, il y a une responsabilité qui est écrasante. Par rapport à cela, Dieu se retire complètement. Si on parle de Ashgacha, c'est-à-dire de providence et de Dieu qui suit les œuvres de l'homme, eh bien malgré tout, par rapport à ça, le message est très clair. Tu es seul responsable et si tu casses ça, si tu détruis, il n'y a personne qui va réparer après toi. Voilà un petit peu l'éthique juive autour de la question de la préservation de la nature. Et avec une idée essentielle, c'est que pour le judaïsme, protéger la nature et protéger la nature humaine, c'est la même chose. Il y a une quinzaine d'années, des scientifiques, je crois que ça doit faire déjà même maintenant une vingtaine d'années, un scientifique, plus le nom, a publié un article où il a amené un nouveau terme. Il a proposé un nouveau terme. Il a proposé de parler de notre ère géologique, de la baptiser Anthropocène. L'âge de l'homme. Il y a eu l'Holocène, il y a eu l'âge, toutes sortes d'âges. Cette ère géologique est l'âge de l'homme. L'homme, par son influence sur la planète, notamment par son influence sur le climat, l'homme modifie les structures géologiques de la planète. C'est quelque chose d'inédit. Alors cette modification, on la voit essentiellement par le réchauffement climatique, qu'on appelle maintenant la crise climatique, et on la voit également par la pollution au plastique, par exemple, qui va s'inscrire dans les sédiments et qui, quand les géologues du futur vont prendre des couches géologiques, ils vont voir, ils vont dire, ben voilà, l'homme a modifié cela. Quand les glaciers se retirent et finalement modifient le paysage, eh bien c'est l'homme qui contribue à modifier cela. Quand je parle de ce qu'on appelle d'une occasion israélienne, d'une opportunité israélienne, je fais référence avant tout à la crise climatique. Il y a 200 ans, le physicien français Fourier a décrit l'effet de serre. Il a constaté que des gaz entouraient l'atmosphère de la Terre, essentiellement de la vapeur d'eau, et qu'ils contenaient la chaleur. Quelques 60 ans plus tard, un chimiste, suédois cette fois-ci, Arrhenius, a compris que l'homme, en brûlant du charbon, qui était la principale énergie fossile qui était brûlée à cette époque, en brûlant du charbon, l'homme libérait du CO2, du dioxyde de carbone, et qu'il augmentait cet effet de serre, et qu'il augmentait la température de la planète. Arrhenius se réjouissait, il était suédois, et en Suède, quand il fait plus chaud, eh bien, c'est bon pour l'agriculture. Cette idée de réchauffement global, on en a parlé et ça continue d'être recherché. Dans les années 70, 80, y compris par l'industrie pétrolière qui a fait des recherches très poussées, qui était parvenue à la conclusion et qui a publié dans des protocoles internes qui depuis ne sont plus internes et ont été dévoilés au public, qu'ils connaissaient la gravité du changement, la gravité du réchauffement global et l'implication des énergies fossiles dans ce réchauffement global.
Il y a un effet de serre naturel autour de la Terre. Elle fait que la Terre est vivable. Sans effet de serre, c'est moins 18 degrés toute l'année. Avec l'effet de serre, c'était 15 degrés jusqu'à il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, c'est déjà 16 degrés et un peu plus, suite au réchauffement global. À partir des années 80, on va commencer à parler de changement climatique. Parce qu'on comprend les implications de ce réchauffement sur la façon dont le climat se modifie. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation. La plupart de la planète est recouverte de mer. La mer est foncée, elle absorbe plus la chaleur. 90% de la chaleur, plus que 90% de la chaleur est absorbée par la mer. Elle augmente l'évaporation et le cycle hydraulique, le cycle hydrologique s'accélère. Plus de mouvements de masse d'air, de masse d'eau, et au total, un bouleversement du climat qu'on appelle aujourd'hui communément déjà crise climatique, avec 3 fois plus de vagues de chaleur, de journées de chaleur extrême, avec des augmentations de l'ordre de dizaines de pourcents d'événements de pluie extrême et d'inondations, avec les implications que ça a sur l'agriculture, sur les incendies, bien sûr sur la santé humaine directement et indirectement, et puis sur des sujets quand même aussi graves que la sécurité nationale dans des tas de pays. La guerre civile, une des raisons, un des facteurs profonds de la guerre civile en Syrie, c'est la sécheresse 2006 et 2009. Sécheresse a causé une catastrophe dans l'agriculture syrienne. Les gens sont exode rural énorme, les gens se sont entassés dans les villes, et la société syrienne, déjà fragilisée, qui fait déjà face à des choses absolument catastrophiques avec le pouvoir qui est en bas en place, bien, ça, c'est parti complètement là où on a vu que ça partait. Le Pentagone a parlé de la crise climatique comme ce qu'on appelle en hébreu un multiplicateur de risques. Voilà une société fragile, et bien cette société sera encore fragilisée. C'est avec le corona, on vit quelque chose qui ressemble à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le vit de manière accélérée. Regardez les fractures sociales en Israël, regardez les tensions, et regardez comme le corona, tout à coup, eh bien, il met tout ça, il donne à tout ça une puissance, il revigore tout ça, et il donne tout ça une puissance décuplée. Eh bien, la crise climatique agit de même. La crise climatique est un dossier essentiel. La disparition des espèces animales et végétales en est un autre. En 50 ans, plus de 2/3 des animaux sauvages sur la planète ont disparu. Regardez 50 ans, ce que ça signifie au niveau géologique et même ce que ça signifie au niveau historique. 50 ans, c'est un peu plus que la moitié d'une vie humaine. Et en 50 ans, plus de 2/3 des animaux sauvages ont disparu. Pour certains types d'animaux et dans certains types de milieux, c'est beaucoup plus. Et c'est un ensemble de facteurs qui sont mis en cause là-dedans. C'est l'agriculture, c'est l'utilisation des pesticides, c'est la déforestation, bien sûr, qui est des quantités absolument faramineuses. C'est également la pollution et le réchauffement de la planète. Tout cela affecte également Israël. On est un petit pays, et puisqu'on est entre francophones, une des premières choses que j'ai découvertes quand j'étais en licence, j'ai fait une licence de biologie à l'Université de Tel Aviv, 95 à 98. Et là, j'ai découvert la richesse d'Israël en termes de biodiversité. Je me souviens, quand j'habitais le sud de la France, j'étais comme ça passionné par les animaux, et j'avais regardé combien il y avait d'espèces. Il y avait en France, 3 espèces de couleuvres et 2 espèces de vipères. Voilà, c'est ce qu'il y a en France. Et en Israël, il y a quasiment une trentaine d'espèces de serpents. Je vous donne comme ça un ordre d'idée. Et
le nombre d'espèces animales et végétales qu'il y a en Israël, eh bien, c'est comme la France, sur un territoire 25 fois plus petit. On a en Israël alors là encore un mot en français que je ne retrouverai pas, donc je ne cherche même pas, mais une espèce de connivence. Enfin, vous voyez, il y a 4 influences de différentes zones du globe. Israël est enrichi de la faune et de la flore et du biome méditerranéen. Ça nous vient de la Méditerranée, donc la Grèce, la Turquie, etc. Ça nous vient de l'Iran, ça nous vient du Sahara et ça nous vient d'Éthiopie. Et on retrouve ces 4 sortes différentes de familles d'animaux ou de végétaux ici dans notre pays. Les oiseaux migrateurs, Israël est le principal point de passage des oiseaux migrateurs au monde. Il y a un endroit équivalent dans le monde, peut-être un peu plus petit, peut-être la même chose, je sais pas, mais pas dans un concours, c'est Panama. C'est tout. Le nombre d'oiseaux migrateurs qui passent en Israël est absolument, c'est 500 millions par an. Donc on a un pays d'une richesse inouïe, inouïe par rapport à ça, avec une nature extraordinaire. Mais en même temps, on est le pays le plus peuplé du monde occidental, des pays avancés. Notre développement essentiellement dans le domaine des infrastructures, des infrastructures routières, s'est fait à l'américaine avec beaucoup de surinvestissement en route et sous-investissement en transport public, essentiellement les transports publics comme les trains, les tramways, les métros, qui sont faciles à mettre en place quand les villes sont petites et qu'elles sont pas trop serrées, mais qui deviennent des vrais casse-têtes quand à notre époque, eh bien, on est déjà beaucoup plus nombreux et c'est beaucoup plus serré. Israël a trouvé il y a donc, alors donc il y a toutes sortes je vous épargne ce à quoi on fait face, mais il y a, on va dire, une conjoncture je cherche. Il y a différents facteurs qui sont là et qui organisent un petit peu la situation d'Israël sur le plan de l'environnement aujourd'hui et qui nous amènent à une situation qui est une situation très sensible, un grand challenge, très complexe. Alors d'une part, c'est ce développement-là. On est extrêmement dynamique au niveau démographique et plus ça va, plus on s'oriente vers une construction vers le haut et moins vers le large, mais ça dépend et c'est pas toujours gagné. On a dans le domaine de la construction, il y a des pressions économiques qui sont énormes, qui font que des facteurs comme l'organisation du territoire, l'isolation des maisons, tout cela, c'est dans des standards qui sont des standards extrêmement bas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, ça a des implications sur la façon dont on se mesure aux vagues de chaleur, sur la façon dont la nature peut s'insérer dans tout ça. Sont de plus en plus grignotés. Un exemple parmi tant d'autres, j'habite à Jérusalem et il y a des coins de nature extrêmement beaux et une décision récente de construire, de raser une forêt pour construire 5000 appartements, alors qu'il y a des alternatives. Mais comme dans beaucoup de choses, ces alternatives demandent pas plus d'argent, elles demandent plus d'intelligence et elles demandent un planning qui est fait différemment. Et c'est pas souvent la solution choisie. Un dernier mot sur les défis avant de parler des opportunités. Et les défis concernent le fait qu'Israël, il y a un peu plus de 10 ans, a trouvé des ressources en gaz qui sont des ressources importantes. Alors, le développement du gaz a commencé il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et depuis, il y a un appétit qui est croissant. Et cet appétit est croissant dans une conjoncture mondiale qui est de moins en moins favorable à cette forme d'énergie. Le gaz a permis
de faire baisser la pollution de l'air en Israël par la production d'électricité, en baissant la consommation de charbon. Et d'ailleurs, quand on a mené au sein de Greenpeace une campagne il y a 5 ans pour faire fermer des unités à charbon de Hadera, qui sont des deux endroits où on brûle du charbon pour fabriquer de l'électricité, on a assez facilement obtenu gain de cause. Et le ministre de l'Énergie, qui est toujours en poste, Yuval Steinitz, a dit pas de problème, je vais fermer le charbon et à la place, on va utiliser le gaz. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, alors, Israël développe tout azimut des ressources en gaz et tout azimut également des projets qui concernent aussi le pétrole. Je vous donne une petite cartographie. Allons nous promener un petit peu voir ce qui se passe. Alors, ça commence dans la mer. Les ressources en gaz d'Israël sont dans la mer et Israël souhaite ouvrir d'autres zones pour produire du gaz. Alors, il y a un prix environnemental qui est important, notamment en termes de gaz à effet de serre. Donc, ouvrir des zones à la recherche du gaz, c'est finalement libérer des quantités énormes de gaz à effet de serre. Et par rapport au combat contre la crise climatique, ce n'est pas une option. Mais il y a plus que ça. Il y a également la question du coût. Et justement, puisque le titre parlait d'économie, et c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Les plans d'Israël, Israël souhaite devenir, la vision, c'est qu'Israël soit un espèce de hub, c'est-à-dire une plateforme où on produit et où on transite des énergies fossiles, du gaz et du pétrole. Alors, les projets concernent le développement des ressources gazières et pétrolières en Méditerranée, puisqu'en dessous et avec le gaz, on a généralement toujours du pétrole. Donc, on parle du développement de ces ressources. On parle de la construction d'un immense conduit qui amènerait essentiellement le gaz d'Israël vers Chypre, la Grèce et l'Italie et approvisionnerait l'Europe en gaz. On parle également du développement d'immenses conduits qui traverseraient essentiellement le Negev. Donc, ça va un peu dans tous les sens. C'est amener le gaz de la Méditerranée vers Eilat, faire à Eilat une immense usine qui rendrait le gaz liquide et l'exporterait vers l'extrême-orient. C'est à l'inverse recevoir les pétroliers des Émirats arabes unis. Les pétroliers ne passeraient plus par les Émirats arabes unis et plus tard même par d'Arabie saoudite, même j'imagine que ça deviendrait, c'est pas si loin. Ils iraient à Eilat, le port pétrolier d'Eilat, le terminal pétrolier d'Eilat serait élargi et ces pétroliers donc verseraient leur pétrole à Eilat dans un tuyau qui est un tuyau déjà existant, qui existe de l'époque de la collaboration avec les Iraniens, des années 70. Et d'Eilat, il irait jusqu'à Ashkelon, et d'Ashkelon, il repartirait dans des pétroliers. Ashkelon serait transformé en port pétrolier. Il repartirait vers des pétroliers qui iraient vers l'Europe. Encore quelque chose sur lequel on a une campagne qui s'intensifie depuis l'année dernière, c'est ce qu'on appelle en français, si je ne dis pas de bêtises, les schistes bitumineux. En hébreu, pitzlei shemen, en anglais, oil shale. Israël est extrêmement riche de cette forme de pétrole. Alors, imaginez, vous savez, à l'ouest, on arrive dans l'ouest américain, on a une pioche, on fait tac, et puis il y a du pétrole qui jaillit et on est riche. Ça, c'est plus trop ça dans la plupart du monde. Cette forme de pétrole est de plus en plus rare. Mais par contre, il y a encore d'autres formes de pétrole qui existent à foison sur la planète. Donc, quand on parle de ressources en disant, oui, les ressources pétrolières, le type pétrolier, etc., ça concerne le pétrole conventionnel. Il y a des formes de pétrole comme les schistes bitumineux qui existent en quantité faramineuse. Mais ça a un prix. Alors, qu'est-ce que c'est les pitzlei shemen, les schistes bitumineux? C'est du pétrole qui est séché, puisqu'en fait, il est dans des pierres. On ouvre des immenses carrières, on prend ces pierres, on les réduit en poudre
on les brûle, pas exactement, c'est une combustion, une pyrolyse, et est pratiqué couramment en Estonie, proche de la Russie, et c'est un désastre écologique à différents niveaux, au niveau de la pollution de l'air, au niveau de la pollution de l'eau, puisqu'on obtient après une cendre, des quantités de cendres monumentales. Bref, à tous les niveaux, c'est quelque chose de catastrophique. Alors, ça s'inscrit également, alors c'est à 15 km de la mer Morte qui veulent développer ça, et ça s'inscrit un petit peu dans cela. Quand je suis rentré à Greenpeace il y a 7 ans, pas comme directeur, je suis directeur depuis 1 an, mais à l'époque, on était campaigner, donc je faisais de la politique et du développement de la stratégie, ce genre de choses. On a commencé à travailler sur l'énergie solaire et on a notamment obtenu un certain nombre on a réussi à obtenir un certain nombre de choses grâce au gouvernement. On a réussi à enlever toutes sortes d'obstacles qui existaient dans l'installation des toits solaires. Et toutes sortes de tracasseries administratives qu'on a réussi à enlever. Et le domaine du solaire s'est développé énormément. Mais malgré ce développement, on est aujourd'hui à 8%, on était à 2% il y a 6 ans, on est aujourd'hui à 8% d'énergie en Israël et d'énergie renouvelable. Malgré cela, en tant que vision et vision stratégique, là où les poids lourds de la politique israélienne sont engagés, ce n'est pas dans les énergies renouvelables, c'est dans le pétrole et dans le gaz. Notamment pour des considérations qui sont des considérations géopolitiques telles qu'on les comprend à l'ancienne. Maintenant, puisque quand même il faut laisser du temps pour les questions, eh bien, il faut parler quand même des opportunités. Voilà, c'est pas très compliqué. Le monde entier fait face à la crise climatique et met fin à l'utilisation du gaz, du charbon et du pétrole. Le monde entier passe aux énergies renouvelables, économise de l'énergie, le monde change. Ça se fait et c'est en train de se faire très vite. Je parle d'une période de temps qui est de quelques dizaines d'années. C'est entre 20, 30, 40 ans. C'est de cela qu'on parle. Et il y a des changements qui sont des changements très rapides, à des échelles importantes dans le domaine des énergies renouvelables. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans à peine, quand on installait un toit solaire, eh bien, quand on installait un toit solaire, on touchait pour chaque unité d'électricité produite 2 shekels. C'était subventionné à fond. Aujourd'hui, pour un petit toit solaire, on touchera 40 agorotes, 5 fois moins. Et pour des toits solaires plus grands, on touchera 20 agorotes, 10 fois moins. Aujourd'hui, produire une unité d'électricité par le gaz ou par le charbon, ça coûte entre 25 et 40 agorotes par unité d'électricité. J'ai parlé à un ami qui travaille à EDF Énergie Renouvelable. Ils ont gagné un appel d'offres sur un champ solaire qui va produire de l'électricité solaire et la stocker pour 4 heures, c'est-à-dire qu'on pourra profiter de cette électricité solaire quand on prendra sa douche le soir, 18 agorotes, c'est-à-dire moins cher. L'électricité solaire est la moins chère. L'opportunité n'est pas seulement pour la qualité de l'air en Israël, pour profiter d'une énergie qui sera plus abordable, etc. C'est une opportunité mondiale qui touche essentiellement à 2 points. Le premier point, c'est qu'Israël fait partie des nations les plus avancées dans ce qu'on appelle le clean tech. Israël était numéro 1 au classement mondial du clean tech en 2014. Et puis, j'ai vérifié ça justement hier, en 2017, on était numéro 6. On n'était pas numéro 1. Ceux qui sont passés numéro 1 en 2017, c'est ceux qui étaient numéro 5 en 2014, c'est le Danemark. Et il y a 4-5 ans, j'avais organisé une espèce de symposium justement avec l'ambassade du Danemark, parce que le Danemark a ce qu'Israël n'a pas.
là-dedans. C'est que justement, le Danemark, le gouvernement, est engagé à fond là-dedans. Et donc, le fait que le gouvernement soit engagé à fond, eh bien, il y a un environnement de régulation politique, économique, qui est favorable non seulement au développement des énergies renouvelables, au développement de l'économie de l'énergie, mais qui est favorable également à l'innovation. En Israël, j'ai rencontré des tas d'entreprises et de gens, des chercheurs qui ont des idées, qui ont plein de choses à développer. Et ils sont coincés parce qu'ils ont besoin d'avoir, dans ce domaine particulier qui est le domaine de l'énergie, d'avoir une régulation qui va les aider, qui va les encourager. Il faut relier au système électrique, il faut faire ça. Quand cela se passera, quand l'État aura compris que l'avenir n'est pas dans le gaz ou dans le pétrole, l'avenir d'Israël, mais qu'il est dans le domaine qui est lié à la lutte contre la crise écologique et la crise climatique, à ce moment-là s'ouvriront pour Israël des opportunités qui sont des opportunités énormes. Et il y a autre chose, puisqu'on a commencé avec le Bishvat, on va finir avec le Bishvat. Il y a une question qu'il faut se poser face à cette crise écologique. Dans le judaïsme, la défense de la nature et la défense de la nature humaine, c'est la même chose. De garder la nature pour survivre et pour continuer. C'est pas suffisant. C'est peut-être intéressant, mais c'est pas suffisant. On parle du sens que l'on va donner du sens que l'on va donner à la vie humaine. Et par rapport à cela, Israël est un pays qui s'est construit sur le sionisme, qui est un idéal immense. Pas beaucoup de pays ont eu cette chance de se construire sur un idéal et de continuer avec cet idéal encore et encore. Mais maintenant, c'est comme tout. Il y a 2000 ans, tout Bishvat, c'était essentiellement, quand arrivait tout Bishvat, on séparait les fruits de l'année dernière, les fruits de la nouvelle année, et on les amenait séparément au temple. Il y a 500 ans, tout Bishvat, et les Mekoubalim et les Kabbalistes du Tzfat, c'était des repas où on envisageait la profondeur de l'homme à travers la rencontre avec des fruits de la terre. Et puis, il y a 120 ans, 130 ans maintenant, tout Bishvat, c'est devenu planter des arbres, à une époque qui ne correspond pas du tout au niveau agronome, donc c'est pas grave. Et donc, ça s'est renouvelé. La société israélienne, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années certainement, est en quête de renouveau, d'un renouveau de sens, d'un renouveau d'idéal. Le monde entier cherche quelque chose. Eh bien, il faut penser à la nouvelle étape de tout Bishvat. Où est-ce qu'on va prendre ça vers la nouvelle étape, vers quelque chose de nouveau qui va insuffler, on va dire, un vent de fraîcheur sur l'idéal sioniste, qui va dire, écoutez, on a donné un endroit, on a sécurisé, on a donné un endroit, un havre pour les Juifs, voilà, on est là, mais il y avait quelque chose derrière ça, il y avait aussi l'idée d'une société qui soit une société exemplaire, et il y avait l'idée de ce qu'on allait contribuer au monde. Eh bien, quand on fait face à des tas de choses, mais notamment la crise écologique, qui est quelque chose qui est de plus en plus présent, eh bien, il y a là une occasion unique, pas seulement de s'occuper de questions, on va dire, techniques et économiques, de savoir comment, mais de revisiter, notamment au travers des sources du judaïsme et de la richesse que le judaïsme a sur ces questions-là de développement durable, et bien de revisiter la société israélienne et l'avenir qu'on va donner à Israël. Alors, voilà, bon, je vous remercie. Je vous propose, peut-être on peut enlever les micros si vous voulez pour poser des questions, mais je pense que voilà, je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci.
Jacqueline, tu peux remettre ton micro. Et, Bonsoir, Question. je peux prendre la parole? Oui, David. Oui, bien Bon, sûr. très bien. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation et remercier Jonathan pour ce qu'il vient de nous présenter. Je voudrais me permettre de rajouter quelques mots concernant les énergies renouvelables sur lesquelles je suis en train de m'occuper ces derniers temps. Nous sommes au sein de la Fondation France-Israël. Nous allons organiser un webinaire en avril sur l'énergie solaire. Je pense que je crois comprendre ce que Jonathan a dit, qu'il a rencontré un ami d'énergie de EDF Énergie Nouvelle en Israël. Je pense que nous avons un ami commun qui effectivement ont un grand projet qui va permettre dans 2 ans à peu près qu'Israël serait vraiment un laboratoire de développement de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie solaire, qui est très important. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est au sein du Haut Conseil France-Israël de la science et de la technologie, dont je suis le président israélien. Nous allons certainement lancer des recherches entre la France et Israël sur l'énergie par l'hydrogène. Ça sera ce point-là qui sera certainement dans les années futures la plus grande source d'énergie au monde. Le monde entier est en train d'étudier ce point-là. La France est investie dans ce domaine, mais je crois qu'en Israël, bien qu'on ait pris un peu de retard pour cela, nous avons entre le Technion, Bar-Ilan et Beersheba au moins, un centre, en fait, je dirais même que l'université de Bar-Ilan est le coordinateur de tout ce projet national d'hydrogène. Nous avons des éléments qui peuvent nous sauver. Et je rajoute ce que Jonathan a dit avec précision, la haute technologie d'Israël œuvre dans ce sens-là, dans ce domaine-là, et ça sera très, je pense que nous allons faire. Je suis tout à fait d'accord avec Jonathan pour dire c'est très bien d'avoir trouvé du gaz, mais ce n'est pas encore ce qu'il aurait fallu. Il faut mieux vaut investir sur l'énergie renouvelable. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment navré, mais à 8 heures, je suis obligé de vous quitter. Donc, je voudrais remercier tous les organisateurs de ce webinaire. Merci. Alors, question qui me taraude à la suite de ce qu'ont dit Jonathan et David. Est-ce que l'énergie hydrogénique, si je puis m'exprimer ainsi, sera moins chère que l'énergie solaire, par exemple? Alors, je vais vous répondre. Ça, il faut travailler pour ça. Alors, pour l'instant, c'est cher. La comparaison n'est pas. Alors, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène est en fait un stockage d'énergie. Et on stocke l'énergie par l'hydrogène. C'est la piste la plus prometteuse parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, on utilise pour le stockage des grosses piles chimiques. C'est très loin d'être idéal. C'est pas ce dont on rêve au niveau écologique. Mais je peux vous donner 2 exemples israéliens qui sont, je trouve, formidables. Une compagnie avec qui j'étais en contact, notamment quand je suis en contact avec des compagnies, généralement c'est pour les aider face au gouvernement, dans un intérêt commun de développer la régulation là-dessus. Eux, ils font du stockage par des pierres, par la chaleur. Donc, ils chauffent des rochers et tout ça, et ça fonctionne bien. À Eilat, Eilat, dans le coin d'Eilat, qui sont en train de devenir 100% renouvelables, ils font du stockage par le air comprimé. Alors, mais l'hydrogène est beaucoup mieux parce que, en fin de compte, une fois qu'on a produit de l'électricité par le solaire ou par le vent, et en théorie par n'importe quelle forme, cette électricité, on la stocke sous forme d'hydrogène, et l'hydrogène, on le transporte comme on veut, donc on le transporte par bateau, on le transporte par conduit, et là où on l'amène, on utilise quoi? On utilise les centrales thermiques, notamment les centrales thermiques qui brûlent aujourd'hui du gaz, ou qui brûlaient hier du gaz, eh bien, on va brûler dedans de l'hydrogène et produire comme ça l'électricité. Voilà. L'avantage immense de l'hydrogène par rapport aux solutions actuelles du stockage, c'est un stockage profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF a gagné un appel d'offres sur 4 heures de stockage.
qui est une révolution avec 4 heures de stockage. On peut déjà produire la majorité de l'électricité en Israël à partir du solaire. Ce n'est pas un problème. Cependant, il y a certains points sur lesquels on peut même 70%, mais pour aller au-delà des 70%, arriver à 100% ou 90%, on a besoin d'un stockage profond. On a besoin de pouvoir faire face à des situations où il n'y a pas de soleil pendant un mois. Ça ne peut pas. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc voilà ce qui va probablement changer. Et bien sûr, voilà, tout le monde est en train de se mettre à l'hydrogène. On verra certainement des percées très importantes d'ici quelques années. Comme tu dois partir, David, je voulais te dire merci de ton intervention aussi. Non, c'est Jonathan qu'il faut remercier. Il a fait un très bon exposé. Je vais le remercier après, mais comme tu dois t'en aller. Merci Pierre. Merci. À bientôt. À bientôt. Y a-t-il encore d'autres questions? Avons-nous des questions? Une ou des questions? Notamment pour Jonathan. Eh bien, écoutez, tant Jonathan que David, vous avez été parfaitement limpides. Et au nom de la loge Robert Gamzon du Bnei Brit d'Israël, la loge francophone, je voulais te dire, Jonathan, que je trouve que nous avons eu raison d'évoquer Tou Bishvat avec retard. Nous avons donc évoqué Tou Bishvat ce soir avec ton exposé extrêmement brillant, et j'ai retenu certaines idées qui sont particulièrement intéressantes. Par exemple, lorsque tu évoques ce qui est dit dans la Torah, que lorsque l'on attaque une ville, lorsque des soldats attaquent une ville, il faut épargner les arbres fruitiers. C'est bien ce que tu as évoqué. Tu as évoqué également la notion de l'homme qui est l'arbre des champs. Et il y a une autre notion que tu as d'ailleurs développée dans ton exposé, qui consiste à dire que, en fait, la forme de l'homme est un peu comme un arbre, en ce sens que les bras et les jambes sont les branches, le visage, la tête et le visage et la tête, j'en perds ma notion, la tête et le fait de l'arbre, voilà, c'est ce que je voulais dire, le fait de l'arbre, tout ceci est particulièrement intéressant, d'autant que nous avons également appris que la planète n'appartient pas à l'homme, mais qu'elle appartient à Dieu. Il faut donc protéger la nature, il faut protéger la nature humaine, parce que protéger la nature et protéger la nature humaine, c'est la même chose. C'est également ce que tu as bien voulu développer. Et enfin, dans ton exposé, j'ai été extrêmement intéressé, je suis sûr que tout le monde a été extrêmement intéressé par toutes les notions que tu nous as enseignées, mais il y a un point qui m'a particulièrement interpellé. Lorsque tu dis que en Israël, nous avons une richesse extraordinaire des espèces, et tu donnes cet exemple consistant à dire il y a une trentaine d'espèces de serpents en Israël contre environ 3 espèces de serpents en France. C'est assez extraordinaire, c'est même tout à fait extraordinaire. Et dernier élément, et je terminerai parce qu'il faut savoir terminer, la notion de schiste bitumeux. La notion de schiste bitumeux, lorsque tu évoques le fait que c'est un désastre écologique, on le comprend parfaitement dans la mesure où il s'agit, de casser les pierres, il s'agit de stocker les résidus pierreux, et enfin 3, il s'agit de stocker le pétrole qu'on aura pu
péniblement extraire de ces schistes bitumeux. Voilà ce que tu as bien voulu nous développer et tout ceci pour te dire que nous sommes très, très, très heureux de t'avoir eu ce soir. Nous espérons t'avoir un jour ou l'autre de nouveau parmi nous. Et pour terminer, merci à toi. Voilà ce que c'est que d'être un ancien EI, de parler au milieu de nombreux anciens EI, membres de notre loge Robert Gamzon et d'autres endroits. Alors, Jonathan, grand merci pour ton intervention. Nous vous souhaitons maintenant une très, très, très bonne soirée. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pierre. Je suis très heureux d'être avec vous. Et oui, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. J'espère en vrai même. Pas. Enfin, en vrai, c'est en vrai aussi. Hein. Oui. Ce serait bien. C'est à thème. Ce serait bien. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci, Jonathan. Avec plaisir. Voilà. Et Gisèle, je t'ai envoyé mon téléphone en privé. Note-le et appelle-moi. Oui. Je t'embrasse. Jonathan, Merci beaucoup à tous. Jonathan, merci à vous. On ne vous connaissait pas et merci de nous avoir éclairés. Et réellement maintenant, Chag Sameach, Purim Sameach, et que la joie soit là et que nous puissions de nouveau aller nous balader dans toutes les magnifiques forêts du KKL. Merci à vous tous et briout. Merci. Merci à vous. Madame la Présidente.